On termine enfin cette première partie de saison avec la pause estivale et on peut dire qu'on est parti en beauté en vacances là, ça va être bien parce que hier le Grand Prix était vraiment top, sauf que la réalisation a manqué la moitié des batailles et des dépassements. Mais bon, preuve une nouvelle fois que sur un circuit réputé difficile pour dépasser, on a été gâté en termes de bataille à tous les niveaux en plus. Ah, n'hésitez pas à revoir la course chez les P14 et tout, il y a des trucs à faire. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Hongrie 2022 de Formule 1, c'est parti. Première réaction, je vais commencer par les combats rapprochés qu'on a eu à tous les niveaux. Alors, j'ai l'impression d'en parler à chaque Fast 5, mais cette année, vraiment, tous les pilotes sont capables de s'exprimer dans des attaques, dans des défenses, sur plusieurs virages, sur plusieurs tours. Je vous le répète depuis le début de la saison, mais honnêtement, j'ai du mal à m'en remettre parce que à chaque fois, c'est un vrai bonheur. Alors cette année, on peut voir les pilotes tenter et construire leurs attaques. Le défenseur a plusieurs choix, c'est vraiment un bonheur. En fait, oui, on a toujours des dépassements en grande majorité au virage 1 et 2 pour parler du Hungaroring, mais on peut voir la construction de la bataille sur un tour entier et voir que l'on peut attaquer aussi avant et après ces deux gros virages pour la bataille. Donc on peut un peu plus surprendre l'adversaire et ça ouvre le champ des possibles pour tenter une bataille ou jouer à l'intox afin de se positionner parfaitement pour faire le dépassement. Au final, on voit moins de coups de DRS hyper violents comme c'était le cas l'année dernière. Alors oui, évidemment, on est toujours d'accord là-dessus, le DRS facilite quand même les dépassements dans certains cas, mais il est moins puissant qu'avant du fait qu'il y a moins de dirty air. Donc, on est plus satisfait car les batailles sont plus rapprochées que l'année dernière, ça suit de plus près. On n'a plus besoin de se tenir à 2 secondes pour économiser la gomme avant de faire une attaque. Et basta. Alors en soi, les voitures, oui, sont plus lourdes que les années précédentes, mais dans des batailles, en fait, elles paraissent plus maniables, entre guillemets. On voit plus de manœuvres de karting par rapport à avant. Et avec 2 mètres de large et quasiment 5 mètres de long, faut pouvoir les faire, ces manœuvres de karting, là, surtout sur un circuit aussi étroit que le Hungaroring. Donc, ça fonctionne. Dans l'absolu, je sais pas si on a eu plus de dépassements, mais on a eu plus de qualité dans les batailles, pas forcément de dépassements. Et on a eu plus de pilotes proches les uns des autres plutôt qu'une passe d'armes éclair sur un freinage, où si vous dormiez pendant la course l'année dernière, vous loupiez le peu d'action qu'il y avait qui était intéressant. Et là, même si la réalisation de la FOM, elle est aux fraises, on voit quand même des batailles. Donc je veux dire, c'est top. Et alors là, au Hungaroring, c'est typiquement les enjeux dans un Grand Prix qu'on voudrait voir à chaque fois. 3 écuries, 6 pilotes grosso merdo qui prétendent tous au podium, dont 4, on va dire grosso modo, à la victoire, et des changements de leader et de stratégie, un petit peu dans tous les sens. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est top! Alors, petite réflexion là, à chaud, mais j'aime bien réfléchir quand même, peut-être parfois un petit peu trop, mais le fait qu'on ait 3 équipes, 4 voitures vraiment pour la gagne, est-ce que cela rend pas la course plus difficile à filmer dans sa globalité pour tout le monde? Alors comprenez-moi bien, hein, oui, c'est le gros kiff de voir une bataille à 3 pour la win, 3 équipes je parle, j'ai aucun problème avec ça, bien au contraire, c'est absolument génial, depuis le temps qu'on attend de voir Ferrari, Red Bull et Mercedes se battre ensemble, c'est ça qu'on veut. Mais du coup, on a eu du mal à suivre ce que les Alpine et les McLaren allaient donner en piste avec leurs stratégies différentes, et du coup, on a eu à peine un moment sur le fait que les Aston Martin se retrouvent à la porte des points en partant 14e et 18e sur la grille. Du coup, est-ce que trop de spectacle tue le spectacle? Vous avez 4 heures. Pour cette deuxième réaction, j'ai bien envie de parler de Max Verstappen parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'en avais pas vraiment parlé. Je trouve qu'il y avait vraiment un focus sur Ferrari sur les derniers Fast 5. Vous allez me dire c'est un petit peu normal. Et là, pour le coup, c'est probablement la meilleure occasion. Alors, problème moteur en qualif, ça part P10. Je me suis dit, en étant un petit peu optimiste, il y a un petit podium à la clé en partant du principe que la Mercedes soit pas giga folle en termes de rythme et que on ait une boulette de Ferrari. Le Max, il peut accrocher le petit podium. Par contre, aller chercher la victoire, alors puis je veux dire, il prend pas la tête dans le dernier tour, il prend virtuellement la tête au tour 45 sur les 70, et le reste de la course, en fait, il va cruiser. Entre-temps, il a eu le temps de faire un petit 360 des familles, un petit problème d'embrayage en début de course, enfin bref. Encore une fois, quand Verstappen et Red Bull sont dans la sauce, on parle de limiter les dégâts, mais limiter les dégâts chez eux, en fait, c'est scorer le maximum possible. Je comprends pas. Alors stratégiquement parlant, là aussi, c'est quand même plutôt une masterclass, mais ils sont pas passés loin de faire la grosse boulette. Christian Horner et les stratèges voulaient démarrer la course en hard pour allonger le plus possible en début de course. Assez classique comme plan de bataille pour le coup quand tu pars P10 et P11.
donc c'est pas spécialement une erreur de penser à ça. Mais, et c'est là où ils sont quand même forts et on voit que ça fonctionne, les pilotes ont dit dans les tours de reconnaissance avant d'aller sur la grille, les gars ça glisse, les pneus c'est une horreur à faire chauffer, et comme à leur habitude, Red Bull regarde pas les autres, s'écoute un petit peu soi-même et du coup finalement prend la bonne décision. On démarre avec des softs et on verra après. Alors on arrête Verstappen au tour 38 pour undercutter Sainz et Hamilton parce que Verstappen avait du mal à essayer de passer ces deux voitures. Et finalement, Verstappen et Red Bull undercut absolument tout le monde puisque chez les rouges, c'est un petit peu la panique. Je vais pas vous cacher qu'au 38e tour, remettre des médiums, c'est quand même culotté parce qu'il y a 32 tours à faire avec. Donc autant vous dire que ça fait quand même beaucoup de tours à faire avec les médiums. C'était chaud. Mais en fait, le truc, c'est que vu leur position en course, c'est eux qui ont pris l'initiative, donc ils peuvent toujours rejouer un coup derrière une fois que les autres auront fait un choix en conséquence. Et vu le choix des autres, pas besoin de faire d'autres choix que de garder les médiums et y aller tranquille. Alors Pérez avait un petit peu plus de mal pendant tout le week-end en termes de rythme, mais bon, ça place quand même les Red Bull P1 et P5, ça prend des gros points pour le championnat, quasiment 100 points d'avance sur Ferrari. Ça déroule. Heureusement qu'en piste, on a eu du spectacle, mais l'enjeu devient de moins en moins important sur les deux championnats. En soi, si, et c'est un gros si, on avait encore les voitures des années précédentes avec des courses avec peu de spectacle, mais on serait tous en dépression vu les écarts au championnat. Là, avec le spectacle et surtout les voitures, chaque Grand Prix, on peut avoir un pilote ou une écurie différente qui peut gagner, tant que Ferrari fait de la merde et que Verstappen gagne à la fin. Mais au moins, on part toujours en se disant que c'est possible. On continue de parler un peu stratégie avec la troisième réaction. Au final, je parle d'eux à chaque vidéo sur la chaîne maintenant, mais on va parler d'Alpine et de McLaren. Alors je dirais que Alpine ne s'est pas aidé quand on n'a pas de consigne, c'est battez-vous les gars, il n'y a pas de souci. Mais ils ont plus perdu du temps à se chamailler ensemble sur la piste qu'à bosser ensemble. Ça me rappelle un petit peu le début de saison et Jeddah où finalement, oui, on avait eu du spectacle, c'est cool, mais ça n'avait pas du tout maximisé la performance et là, c'est un petit peu le cas. En fait, je me dis qu'il y a sûrement un manque à gagner, surtout face au McLaren et à Norris qui a pris un bon départ parce que les Alpines se sont fait sauter par Hamilton. Du coup, galère, surtout que les Red Bull toquent à la porte juste derrière. Bref, ça partait pas super bien. Et j'irai un petit peu plus loin en disant qu'Alpine a joué d'un mauvais timing en piste quand Esteban reprend la piste en croisant Fernando Alonso qui était déjà ressorti et que Ricciardo se contente de choper les deux d'un coup. En fait, le problème chez Alpine, c'est que quand les deux voitures et les pilotes fonctionnent, ça fonctionne super bien ensemble et du coup, ça se marche dessus en piste. Donc c'est un peu la merde. Alors le coup des pneus durs, c'est pas une erreur stratégique en soi, car sur des circuits comme le Hungaroring, il faut éviter à tout prix le trafic qui vous fait perdre un temps monstrueux. Donc, s'arrêter pour redépasser, etc., ça fonctionne d'ordinaire pas super bien. Donc, le choix des hards, c'est clairement pas con quand tout le monde partait sur au moins 2 arrêts. Donc, il y avait peut-être quelque chose à faire. En fait, le problème réside dans le fait de faire rentrer ces pneus hard dans la bonne fenêtre de température pour les utiliser au mieux. Et vu les températures piste et air qu'on avait hier, faire fonctionner ces pneus, c'était quasiment impossible. Le choix est pas forcément mauvais sur le papier, mais on oublie qu'il faut se poser la question de savoir si on peut faire fonctionner ce choix-là correctement. Et c'est toujours ça le problème, c'est que sur le papier, on sait ce qu'on veut faire, mais derrière, il y a l'exécution. Et l'exécution, c'est important. Alors l'autre inconvénient de cette stratégie, c'est que elle vous bloque beaucoup. Elle vous engage, car si ça fonctionne pas, non seulement vous perdez du rythme, mais repasser par les stands, c'est double peine parce que vous perdez votre position en piste et vous ne serez probablement jamais en mesure de la récupérer. Au final, ça fait beaucoup d'efforts déployés pour 6 petits points, exactement ce que score Norris en étant un peu seul au milieu de course. Et du coup, c'est un petit peu frustrant parce que les Alpines ont largement la capacité d'aller chercher Norris et de faire passer les deux voitures devant avec un petit peu de stratégie. À 2 contre 1, normalement, ça fonctionne. Du coup, toujours 4 points d'écart à l'avantage d'Alpine au moment de la trêve. C'est un grand oui ce début de saison et heureusement que chez McLaren, on a Norris parce que là, Ricciardo nous a sorti encore une mauvaise performance. Je vais essayer de me faire un petit peu l'avocat du diable. Alors le pauvre Ricciardo, il a pas trop de bol parce qu'il laisse l'équipe décider du choix des pneus sur le dernier relais. Même s'il préfère les softs, il ressort en hard. Il peine tellement à les faire fonctionner qu'il met Stroll en tête à queue. Il se prend 5 secondes de pénalité et derrière, il peut même pas les faire correctement chauffer parce qu'il se prend des drapeaux bleus un petit peu dans tous les sens. Du coup, forcément, tu roules un chouïa moins vite pour laisser passer les autres et du coup, tu prends pas assez de rythme pour mettre de la température dans les pneus.
Et donc, bah, du coup, tu fais que glisser. Et derrière, il se faisait rattraper comme jamais. Alors, du coup, il a dégringolé au classement. Derrière, pour se retrouver P15 avec les 5 secondes de pénalité. Enfin là, si vous voulez voir une stratégie loupée de chez Loupé, c'est plutôt ici parce que McLaren se battait avec ceux qui avaient des pneus durs qui ne fonctionnaient pas. Donc, il ne fallait pas aller chercher bien loin pour éviter le piège. Du coup, Ocon est à moins de 20 points de Norris P7, donc en vrai faisable si Esteban sort une belle grosse deuxième partie de saison. Alonso a eu un manque à gagner de points énormes, il pointe à la P10 et Ricciardo pointe à la P12 derrière Magnussen. Et alors Ricciardo a 20 points de retard sur Alonso, qui lui en a presque 20 de retard sur Ocon, qui en a presque 20 de retard sur Norris. Ricciardo pointe à 57 points de Norris, c'est colossal. Et puis je termine en disant que oui, Fernando Alonso ira bien chez Aston Martin dès l'année prochaine. Ce qui est assez un gros coup de tonnerre pour le coup. Bon, j'ai l'impression de vous reprendre les mêmes points que sur le Fast 5 précédent, mais bon, bah là je vous avoue, je peux pas trop faire autrement. Quatrième réaction, on va parler d'Aston Martin. Aston Martin. Un peu comme pour Alpine, Vettel et Stroll se retrouvent en piste à chaque fois et ça fait toujours un petit peu d'étincelle. Petite bataille sur la dernière partie de course avant qu'on se rende compte sur le muret des stands qu'on peut potentiellement aller chercher un Ricciardo, un Ocon avec Vettel. Donc Stroll en soft laisse passer Vettel, mais ça ne suffira pas. Cela reste une grosse perf des Aston Martin encore une fois car ça part P14 et P18, ce qui est giga loin. Et sans le tête à queue provoqué par Ricciardo, peut-être que la fin de course aurait été un petit peu plus animée entre Stroll et Esteban Ocon, parce que bah mine de rien, il a perdu un petit peu de temps le petit Lance. Pareil au final, ça jouait pas mal contre Bottas pendant toute la course et on se retrouve avec une situation un peu semblable à Alpine et McLaren, parce que Bottas partait sur un seul stop, je crois, pendant que chez Aston Martin, on n'avait pas mis les œufs dans le même panier, avec soft, medium pour Vettel et soft, medium, soft pour Stroll, donc il y avait de l'idée en termes de stratégie. Problème mécanique pour Bottas en toute fin de course. Dommage, encore une fois, la fiabilité chez Alfa Romeo, c'est l'horreur. Zhou Guanyu, bah lui, il s'est fait Mick Schumacher dans le dernier virage du dernier tour pour prendre une place supplémentaire. Là aussi, belle manœuvre, défense agressive de Schumacher, beau positionnement de la part de Guanyu Zhou. On adore. Alors avec encore une contre-perf des AlphaTauri, Aston revient petit à petit, doucement mais sûrement sur eux au championnat. Forcément, on va attendre de voir As faire fonctionner son nouveau et unique package de la saison. Mais il y a encore de beaucoup à jouer en deuxième partie de saison dans le, on va dire, deuxième moitié du classement général des constructeurs. Alors voir Vettel P14 au classement quand on sait que c'est sa dernière saison en Formule 1, je vous cache pas que ça fait toujours un petit peu mal. Pourtant, en course, ça fonctionne pas trop mal, mais en qualif, c'est toujours l'horreur absolue. Bon courage Fernando, je comprends pas le move, mais j'espère qu'on vous a montré, mon cher Fernando, j'espère qu'on vous a montré la Aston Martin de 2023 et qu'elle est incroyable, vraiment. Allez, on y vient, enfin, encore et toujours, les irréductibles professionnels de la stratégie, on va parler de Ferrari. Alors au tout début, encore une fois, par grande frustration, je vais pas vous le cacher, je voulais leur mettre un tir nucléaire mais de l'espace, mais honnêtement, si on regarde bien, bah il y a plus que simplement dire bande de bouffons, fallait pas mettre les hards. Ça va un peu plus loin que ça. Alors premièrement, les températures et la piste ont évolué tout le week-end. Ferrari surdominait un vendredi qui était très chaud. Le samedi avec la pluie et les températures fraîches, c'était plus compliqué et on a vu un George Russell sortir de nulle part avec sa Mercedes. Ce qui est un peu étrange, on va dire. Vraiment, même chez Mercedes, on m'a pas tout à fait compris ce qui s'est passé. Enfin, typiquement, en qualif, quand Verstappen a un problème, encore une fois, faut maximiser. Mais non, la Mercedes est revenue, boum. Mais bon, on marque les points le dimanche, donc voilà. Et en plus, Russell est tout seul, puisque Hamilton est P7, donc à 2 contre 1, stratégiquement parlant, il y a un doublé quasi obligatoire pour Ferrari. Sainz devant Leclerc, on saute Russell, on part, merci, au revoir. Le dimanche, température fraîche, encore une fois, piste plutôt grasse, on va dire, parce qu'il y avait des petites gouttes qui tombaient. Bref, ça glissait, faire chauffer les pneus était difficile, et chez Red Bull, on s'en est rendu compte tout de suite avant le départ, d'où un florilège de soft et de médium pour une fois, et qu'on n'avait pas un seul hard, je crois, en début de course. Alors partir en médium pour Ferrari, c'est pas un mauvais choix, bien au contraire, ils vont avoir l'avantage de la longueur de leur relais, voir venir les coups, donc normalement ça met toutes les cartes de leur côté pour faire une bonne course. Alors ça fait un call à la radio, box opposite Russell pour Sainz, je me dis ah bah chouette, ils ont poussé Russell à dégager du chemin parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire sauter,
pour maintenant bombarder un petit peu avec les médiums et prendre le large pour faire un overcut un peu plus tard et se mettre dans de bonnes conditions pour la fin, la deuxième partie de Grand Prix, etc. Tip top. Que nenni, Sainz dit à la radio, je vais pas pouvoir tenir longtemps avec les médiums, boum, ça rentre. Leclerc tient un petit peu mieux les médiums et allonge son relais, tant mieux, ça va inverser les positions puisque Sainz trouvait pas l'ouverture sur Russell. Donc je me dis, putain, en vrai, ça réfléchit pas trop mal en haut là. Leclerc boxe, met des médiums à nouveau, donc faudra faire un arrêt de plus quoi qu'il arrive, mais tout le monde quasiment part sur 2 arrêts, donc no worries. Y a pas de souci, Leclerc chope du rythme, dépasse Russell, non sans difficulté, on va se le dire, mais il prend la tête, et là je me dis, bon bah nickel, il n'y a plus qu'un seul arrêt à faire, et comme il est en tête, ils ont le luxe de prendre la décision peut-être un petit peu plus tard dans la course, puisqu'ils ont un gap avec ceux qui sont derrière, donc là aussi, on a le temps de voir venir, ils ont toutes les cartes en main. Et puis on l'a vu sur la première séquence d'arrêt au stand, l'undercut ne fonctionne pas super bien, mais l'overcut par contre, il fonctionne plutôt bien, donc tant que Charles a du rythme sur les pneus médiums, bah faut pas trop s'inquiéter, faut continuer à pousser. Verstappen remonte comme une flèche, bute contre Carlos Sainz, décide de l'undercutter lui et Lewis Hamilton d'ailleurs, boum, la panique chez Ferrari. Alors Hamilton pousse sur ses médiums pour s'ouvrir la possibilité de mettre des softs à la fin. Chez Ferrari, on veut protéger la position en piste avec des hards en arrêtant Leclerc pour finir la course. Alors, en temps normal, je comprends la réflexion, Verstappen a pas mal de rythme, mais on peut le bloquer comme Sainz le fait. Donc 30 tours à faire sur les médiums, autant riposter tout de suite, subir un petit peu en début de relais, mais Verstappen va souffrir en fin de course, donc normalement, c'est bon pour nous. La réflexion, elle est bien. Si on s'en tient à cette réflexion, oui, ça fonctionne, sauf qu'ils ont oublié encore une fois un paramètre, faire fonctionner les pneus hard quand il fait froid. Personne, sauf peut-être Bottas et encore, n'a pas réussi à faire fonctionner ces pneus. Et c'est pas nouveau quand Leclerc s'arrête, on a 3 voitures qui ont de l'expérience avec ces pneus hard, et c'est un calvaire. Quand on regarde la course, Sainz et Leclerc qui n'arrivent pas à passer Russell en début de course, il y a un vrai problème de rythme, c'est certain. La Ferrari n'est pas dans le rythme. Ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille déjà de se dire attends, la caisse, elle fonctionne pas bien. Parce que en prenant tous les éléments en compte, si on fait la liste, du mal à passer Russell, l'overcut qui fonctionne un petit peu mieux que l'undercut, les autres équipes qui galèrent avec les hards et les tours restants à faire, bah faire rentrer Leclerc au 39e tour, c'est défendre à poil plutôt que d'attaquer en slip. C'est pas tenir compte de tous les éléments qu'ils ont à disposition, et c'est ça le problème. Pousser le relais de Charles comme Hamilton et mettre des softs aurait été la meilleure stratégie, même si elle ne se soldait pas par une victoire, parce que la voiture avait pas de rythme, tu fais P2, mais tu fais pas P6. Comme le dit très justement Villeneuve depuis le début de la saison, les ingénieurs se reposent trop sur leurs simulations et pas assez sur leurs instincts. Et c'est probablement ce qui va coûter le titre à Ferrari cette année. On peut rien dire de plus. Alors presque 100 points d'écart au constructeur, c'est Mercedes la vraie menace maintenant pour Ferrari, et Charles pointe désormais à 80 points de Verstappen. La vraie menace pour Charles, c'est Perez. 5 points derrière, Ferrari ne peut même plus avoir le luxe de regarder devant, maintenant il faut regarder dans le rétro et voir ce qui s'y passe. C'est pire que tout. Allez, je vous laisse avec un bonus. Bravo à Théo Pourchère pour sa victoire en course 2 au Hungaroring en Formule 2. Ça a été un petit peu plus compliqué pour nos Français en Formule 3. Pour Victor Martin, c'est Isaac Hadjar ce week-end. Donc bon, c'est comme ça. On espère les retrouver avec de la forme. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve à la fin du mois d'août pour le Fast 5 du Grand Prix de Belgique. D'ici là, bonnes vacances. Et oui, bonnes vacances, profitez du soleil, profitez des amis, de la plage, etc. Et bon courage à ceux qui doivent travailler. On se retrouve fin août. Bisous, bisous. Ciao, ciao.